Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, la nouvelle élection présidentielle au Malawi aura lieu le 2 juillet prochain. Les résultats du scrutin de mai 2019 qui avait donné le président sortant, Peter Mutharika, avaient été annulés par la Cour constitutionnelle en raison de graves irrégularités. 2020 pourrait être une année blanche pour le Maroc sur le plan économique et ce en raison de l'épidémie de coronavirus. Selon le Centre marocain de conjoncture, la croissance ne devrait pas dépasser 0,8% du PIB cette année. Et la Somalie a achevé l'élaboration de ce nouveau code maritime, un code qui était caduc depuis plusieurs années et qui devrait permettre au pays de s'acquitter de ses responsabilités d'État portuaire et côtier. Les Malawites sont donc appelés aux urnes à nouveau le 2 juillet prochain pour élire leur nouveau président. Les résultats de l'élection présidentielle organisée en mai 2019 avaient été invalidés début février par la Cour constitutionnelle. Saisie par l'opposition, la Cour avait conclu à de graves irrégularités et avait ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 150 jours. Graziella Tchakounte, commentaire Ange Bijonomenio. Le 2 juillet 2020, c'est la date retenue par la commission électorale malawite pour la tenue de l'élection présidentielle, après la décision de la justice d'annuler pour fraude le scrutin remporté en mai 2019 par le président sortant Peter Mutharika. Une annonce qui intervient seulement quelques jours après la formation d'un nouveau gouvernement. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 3 février qui a annulé les élections présidentielles et ordonné la tenue de nouvelles élections, la Commission annonce donc que les élections auront lieu le 2 juillet. Sur le terrain, l'heure est d'ores et déjà aux tractations politiques. Le mouvement uni pour la transformation du vice-président Saulos Chilima s'est allié au parti du Congrès de Malawi de Lazarus Chakwera. Une alliance qui inclut 6 autres formations qui ont participé aux dernières élections générales, dont le Parti du peuple de l'ancienne présidente Joyce Banda. De son côté, le Parti démocratique progressiste du président Mutharika a fait front commun avec le Parti démocratique uni, parti d'opposition dirigé par Achupele Muluzi. J'imagine que le Malawi, lui aussi, est en train de traverser la grave crise sanitaire mondiale qui touche tous les pays. Probablement, tout dépendra de la manière dont le régime aura pu gérer cette crise-là pour les citoyens du Malawi. Mais c'est une élection qui, globalement, s'annonce très serrée. Les cartes seront rebattues dans ce pays d'Afrique australe. À noter que la date du 2 juillet 2020 tombe 149 jours après le jugement de la Cour constitutionnelle qui avait donné un délai de 150 jours à la commission électorale pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Et on ouvre à présent notre page consacrée à l'épidémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a décrété ce mardi soir l'état d'urgence. Il a également annoncé l'interdiction des voyages entre Kinshasa et la province, et ce afin d'éviter la propagation du virus hors de la capitale. On écoute le président congolais. J'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers de sa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés.
Devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et dans tous les pays touchés par l'épidémie, des mesures sont mises en place, parfois drastiques, confinement total ou partiel, des mesures qui devraient impacter fortement l'économie des États concernés et viendraient s'ajouter à des contextes déjà difficiles dans certaines régions du continent. Philomène Tine. Face à la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus Covid-19, l'Afrique fait actuellement face à des choix difficiles. La lutte contre le virus et la survie économique. La distanciation sociale qui est déjà établie dans certains pays du continent et qui touchera probablement d'autres semble être une mesure extrêmement préjudiciable d'après les analystes. Les conséquences du Covid sur l'activité mondiale font en sorte que les matières premières africaines ne sont pas demandées. Donc du coup, ce nouveau choc est très dur à surmonter par les Africains. Donc évidemment, puisque l'Afrique n'a pas créé cette nouvelle maladie et en est la victime, au contraire, les Occidentaux devraient penser, quand ils sont en train d'éjecter des centaines de milliards de dollars, à réserver quelques centaines de milliards de dollars rien que pour la prise en charge des soins de santé en Afrique. L'Afrique, notamment sa partie subsaharienne, déjà confrontée à des foyers d'insécurité et à la précarité, a pris la décision contraignante de fermer les frontières de ces pays. Au cas extrême, les gouvernants passeront à la prochaine étape de confinement des zones ou de limitation des activités économiques à l'intérieur des frontières. Une décision difficile à prendre sur le continent. Prendre en charge leurs couches sociales les plus vulnérables sera un tout petit peu difficile. Et même si l'Afrique avait les moyens de le faire, il faudra encore identifier quelles sont ces couches vulnérables. Et très rapidement, on réalisera que les populations vulnérables en Afrique sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit et que même les populations qui sont soi-disant de la classe moyenne ne sont pas très loin de la vulnérabilité. Plus de 500 contaminations avaient été rapportées au 20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des divers pays. Pour un continent qui dépend fortement des importations et de réserves de monnaies étrangères, un risque d'augmentation incontrôlée des prix sur les marchés s'annonce sans doute. Ces difficultés économiques qui devraient naître de la crise sanitaire actuelle mobilisent les autorités. Les ministres des Finances du continent se sont réunis lors d'une conférence virtuelle. Le constat est clair, l'Afrique a besoin en urgence d'une relance économique de 100 milliards de dollars. Ange Bijonomeyo. L'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars pour lutter contre le Covid-19. La moitié de cet argent pourrait provenir d'une renonciation au paiement d'intérêts. En 2020, l'Afrique doit rembourser 44 milliards de dollars sur sa dette extérieure. Une renonciation créerait donc un espace budgétaire immédiat et des liquidités au gouvernement. Alors, mobiliser 100 milliards de dollars, je dirais non, elle n'est pas du tout à mesure. Et ses partenaires au développement ne le sont pas non plus à mesure, puisque tous les partenaires de développement de l'Afrique, à commencer par la Chine, la France, l'Union européenne d'une manière générale, sont confrontés aujourd'hui à des mesures similaires pour contrer cette pandémie sur le plan sanitaire et ensuite préserver l'économie et des possibles répercussions. Les pays africains pourraient profiter également d'une dérogation à moyen terme pour économiser. Pour la Commission économique des Nations Unies, cette dérogation devrait inclure non seulement les paiements d'intérêts sur la dette publique, mais également sur les obligations souveraines. Donc je pense que l'Afrique devrait pour une fois regarder vers elle-même, et ça ce n'est pas le plus évident, puisqu'on voit que tous les plans de relance entrepris jusqu'à-là ont des portées uniquement nationales, et donc c'est beaucoup de plans de relance qui sont lancés. Il y a très peu de coordination. La dette publique du produit intérieur brut africain a doublé au cours de la dernière décennie. Les pays du continent vont devoir suspendre leurs projets d'émission d'euro-obligations à mesure que les rendements augmentent et que la propagation du coronavirus limite les voyages.
Et donc, plus les mesures sont drastiques, plus l'impact économique se fera ressentir. C'est le cas au Maroc qui a décrété un confinement total depuis le 20 mars. Pour le Centre marocain de conjoncture, cela devrait se traduire par une forte baisse de la croissance à 0,8% du PIB en 2020. Sujet de la rédaction. 2020, année blanche pour le Maroc. C'est en tout cas ce qui ressort des dernières prévisions du Centre marocain de conjoncture. Selon le CMC, la croissance économique pour cette année ne devrait dépasser 0,8% du produit intérieur brut, sous l'effet combiné de la sécheresse et de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette contre-performance économique devrait découler du retrait de l'ensemble des secteurs sous les effets multiples déclenchés par la maladie du Covid-19, de la psychose et de la perte de confiance en passant par les restrictions des déplacements et le confinement pour arriver au stade de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs secteurs économiques devraient être particulièrement affectés. L'agriculture, la restauration, les transports, mais également le tourisme, secteur vital pour l'économie marocaine. La crise sanitaire due à la propagation du coronavirus est qualifiée de sans précédent par le Centre marocain de conjoncture qui estime que dans ce contexte, des changements vont avoir lieu dans le comportement des opérateurs économiques. Les pays qui n'ont pas de ressources naturelles, donc comme le Maroc, souffrent encore plus parce qu'ils dépendaient vraiment de la mondialisation, c'est-à-dire de la capacité à vendre, de la capacité à exporter, de la capacité à être intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Tout ce qui se passe avec les délocalisations qui ont eu lieu dans un pays comme le Maroc, tout cela est à l'arrêt aujourd'hui. Donc les prévisions me semblent tout à fait fondées pour estimer que l'effet combiné de la crise sanitaire mondiale et de la sécheresse va avoir un impact sur l'économie marocaine et sur l'économie africaine. Le CMC voit néanmoins dans le Fonds spécial pour la gestion du coronavirus un levier important. Un fonds créé par le roi du Maroc Mohamed VI le 15 mars dernier et qui pourrait permettre aux entreprises d'éviter la faillite et de sauver les emplois. Dans le reste de l'actualité, la Somalie va se doter d'un nouveau code maritime. Le texte a été achevé, il sera soumis au Parlement afin d'être intégré au droit national somalien. Une étape importante pour ce pays de la Corne de l'Afrique qui compte plus de 3300 km de côte et qui dispose de plusieurs ports maritimes et commerciaux. Nathalie Mo. Faire partie de la liste des États portuaires du monde, c'est le nouveau défi de la Somalie. Le pays vient de terminer l'élaboration de son code maritime au bout de 6 ans de travaux. Désormais, la Somalie va être autorisée à s'acquitter de ses responsabilités de pavillon, d'État portuaire et côtier. L'avantage d'un code maritime, c'est de réguler le commerce, c'est de sécuriser les investissements commerciaux et de donner un véritable potentiel et une garantie à l'investissement de ce pays. Le processus d'élaboration a vu la création de l'administration maritime somalienne. Le code maritime révisé reflète les meilleures pratiques et les développements les plus récents du droit maritime international selon les autorités. Ce document réglementaire répond à la volonté de réprimer et réduire les actes de piraterie au large de la Somalie. La piraterie maritime a beaucoup terni l'image de la Somalie et il fallait un levier, il fallait une législation pour attirer davantage les investisseurs. Le pays peut, à court et à moyen terme, profiter d'un instrument reconnu internationalement. La Somalie a le plus long littoral de la Corne de l'Afrique. Il s'étend sur plus de 3300 km au bord de la mer Rouge et l'océan Indien. Son potentiel portuaire comprend des ports maritimes commerciaux et plusieurs ports mineurs qui incluent Bosaso, Mogadiscio, Parawa, Berbera, Marca ou encore Kismayu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.